Et nous aurons beaucoup de prévention ce matin dans notre émission, à commencer par donc une campagne organisée par l'association des pharmaciens algériens, l'ACEPA, qui organise donc une belle promotion et surtout une campagne pour aider les enfants, un événement dédié aux personnes autistes et trisomiques, justement les aider à mieux s'intégrer dans la société avec les autres enfants, bien sûr, une représentation aujourd'hui par deux membres de l'association ACEPA. Nous aurons également à parler aussi de deux applications intelligentes, des applications qui nous permettront de faire donc moins de gaspillage. Une application pour éviter bien sûr le gaspillage alimentaire, une nouvelle application qui s'appelle Cool Cool. On aura donc le gérant de cette application qui sera sur notre plateau pour nous en parler en détail. Et une autre application, elle, qui vise à nous débarrasser un petit peu des sacs plastiques qui envahissent notre planète. Vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans sacs plastiques. Nous avons un gérant donc, de cette application qui s'appelle Moustafid. Il sera sur notre plateau pour nous en parler. Comment est-ce qu'ils ont décidé de mettre en place cette nouvelle application intelligente et aussi une plateforme qui va nous aider à peut-être mieux gérer nos déchets. Et puis on aura également à parler aussi donc d'une campagne donc, de santé organisée par l'association Beni Mazrana qui vise aussi à aider les enfants à mieux voir avec justement une prévention, une campagne donc de prévention et de dépistage de vue, une bonne vue pour une meilleure santé. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie d'Amel Haribi tout de suite pour la météo. Voilà, elle est là parmi nous. Bonjour Amel. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amel, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ah bah, ça va chaudement. On n'a pas trop l'habitude de se voir le jeudi. Le jeudi, oui, Oui. c'est exceptionnel. Oui. D'habitude, c'est la station de Béchar. D'ailleurs, on les salue. D'accord. On les retrouvera dès la saison prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. En attendant, on va occuper l'espace. Exact. Alors, il va faire beau aujourd'hui? Oui, d'ailleurs, il y aura une vigilance. C'est même plus une question. Non, cette fois-ci, il y a un petit changement. D'accord. Il y aura des orages et des pluies assez marquées vers les régions intérieures et les hauts plateaux. Ok. Ouais, plus de détails. Plus de détails. On vous écoute, Amel. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel plutôt dégagé sur les côtes ouest mais partiellement voilé vers le centre et l'est. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux du centre et l'est du pays, on aura des pluies orageuses qui seront parfois localement assez marquées et même aussi parfois accompagnées de chutes de grêle. Donc une vigilance jaune vers ces régions. Donc soyez très très vigilants et ces orages peuvent déborder mais localement près des côtes centre et est, mais en fin de journée. La moitié sud, eh bien, le ciel restera toujours dégagé, avec toutefois des orages sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Nord-Sahara et les oasis, avec aussi des soulants de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Nord-Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, toujours aussi élevées au nord comme au sud. Météo Algérie a prévu cette fois-ci 38 degrés le maximum du côté de Relizane, le Mascara et Tlemcen, 36 Tizi Ouzou et Constantine, 37 à Galma, 32 degrés Alger, Djelfa, 33 Oran Al Beyod, également Batna, 34 à Annaba, au sud 39 degrés à Tamanrasset, 40 Béchar, Janet, 44 à Biskra, 47 le maximum à Drar, Insalah, Timimoun, Borj, Bedji Mokhtar, en passant par les 46 degrés à Tindouf. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest, des vents faibles sur les côtes centre et est et des vents de secteur nord-est sur les côtes ouest. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h11. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية.
موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi. Pour ces nouvelles du ciel. Et puis il faut dire qu'il fait bien chaud. Et encore une fois, il faut donc très humide. Faire très attention, ne pas trop vous exposer au soleil. Et si vous vous exposez, mettez des crèmes de protection. Ne pas brûler, attention. Oui. Ça risque de faire mal, n'est-ce pas? Ah oui, surtout en ce moment. Et puis bien vous hydrater. N'oubliez pas, si vous avez aussi, vous êtes obligé d'être à l'extérieur, vous travaillez à l'extérieur, faites attention. Hydratez-vous au maximum et ne pas, bien sûr, et surtout vous protéger avec des chapeaux, des casquettes, etc. Bah oui, surtout. Voilà. On va aller vers Guelma. Avec plaisir. Ouais, vous nous avez annoncé là, l'arrière-plan, là, c'est la région de Guelma. Et c'est un très très beau panorama qu'on peut découvrir, une belle région qui se trouve à 488 km d'Alger. Un panorama très connu et en tout cas très visité. C'est une région qui s'appelait Malacca par les Numides et qui aujourd'hui porte le nom de Guelma. Ça, c'est le théâtre en plein air qui est magnifique. Un théâtre aussi qui renferme aussi une belle historique. Hein, belle historique. Donc c'est appelé Calama par les Romains. Et c'est aussi une belle région, alors, connue par aussi son patrimoine, hein, à savoir bien sûr tout ce qui est matériel, donc les tenues traditionnelles, Gandora, les broderies, voilà, connues dans cette région. Merci à Zahra qui nous a donc permis d'avoir ces belles images. Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. Un petit voyage hein, qu'on vous offre avant de vous laisser repartir en musique également. Et ça fait plaisir parce que on découvre le pays aussi hein, en Tout parallèle. à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, on vous laisse repartir en musique. On vous dit à midi et 19h. Très bien, on attend de vous retrouver dès demain dans Bonjour d'Algérie le matin. Je vous invite à apprécier cette belle chanson du groupe Day. Eh bien, on va se retrouver tout à l'heure avec donc bien sûr Anna Jazairi. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار نداي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال جيتك نحكي على السلم في كل قطار واش اللي صار في الدارفور وكابول سلام نقول يا سلام عليكم سلام عليكم ناس الحضار يا سلام عليكم سلام عليكم ناس الحضار يا سلام عليكم سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار في بلاد الأحرار والشمس تبان ما نصدوا البيبان وشي اللي كان محكي في القطار يا ما نساوي الرجال حرية بالنار وحياة الكفاح يا والسلم في البصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار يا سلام عليكم ناس الحضار يا
salam alaikum. Salam alaikum, c'est une très belle chanson donc, du groupe Day. Pour accueillir nos invités, elles sont jeunes, elles sont pleines d'énergie pour nous parler justement de leur action envers des enfants trisomiques, des enfants autistes. Elles sont là pour nous en parler en détail. Alors on va commencer par Intisar Ragad Bournen. Bonjour. Bonjour, donc bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc c'est Ragad Bournen, je suis étudiante en pharmacie et membre de la CEPA. Voilà, bienvenue. Avec nous également Amira Othman Talba, vous êtes également étudiante, vous faites partie de l'association. Bonjour, alors je vous remercie pour votre invitation. C'est Amira Othman Talba, étudiante en deuxième année pharmacie et membre de l'association ACEPA. ACEPA. Et vous êtes là parmi nous justement pour nous parler donc de cette campagne qui a déjà commencé, n'est-ce pas? Ça fait donc depuis le 22 juin? Depuis le 22 juin, oui, et ça va se terminer le 8 juillet, Inch'Allah. Très bien. Et c'est la première fois qu'on parle justement d'un sujet pareil. D'habitude, la CEPA vient nous parler d'une pathologie, d'une campagne menée dans un endroit bien précis, qui dure une semaine, 15 jours. Mais là, c'est un petit peu différent. Oui, c'est vrai. Alors la CEPA se compose de pas mal de volets. Donc on a le volet SP, santé publique, dans lequel on parle de tout ce qui est pathologie, etc. Et puis on a le volet action humanitaire, dans lequel cette campagne, on fait partie d'ailleurs. Comme on a le volet développement professionnel, dans lequel on retrouve des formations et pas mal de choses qui font. Donc il s'inscrit dans ce volet-là. C'est ça. Très bien. Action humanitaire, aller vers l'autre, aller vers les autres, exactement, et pouvoir s'en occuper comme on peut, bien sûr, avec de la sensibilisation autour. Oui, quand même. Aussi, quand même. Alors expliquez-nous un petit peu votre démarche. Alors, l'événement s'étale sur 4 jours. Donc, le premier, c'était le 22. C'était à la ferme pédagogique de Zeralda. On a passé, il y avait 15 enfants. On a passé la journée là-bas. Ils interageaient avec les animaux. On a fait des ateliers de dessin. On a pris le déjeuner. On a dansé, chanté et on a donné des cadeaux aussi. On a pris des photos souvenirs et après, on est rentré à la maison. Heureux. Tout en souriant. Oui, voilà. Parce que justement, les enfants trisomiques, qui sont connus pour être des enfants très, très énergiques et qui débordent d'amour, qui débordent d'affection vers les autres. Tout à fait, tout à fait. Ça nous a fait du bien à nous aussi, d'ailleurs. Et bien sûr, il y a eu donc des animateurs qui étaient présents, des parents aussi qui devaient être présents. Oui, oui, tout à fait. On a fait des ateliers de dessin, ils s'exprimaient en dessinant. Ils interageaient avec les animaux, comme je l'ai déjà dit. Donc, il y avait une deuxième journée. C'était une invitation avec l'association dont on collaborait. C'est l'association RFR, c'était au niveau de leur siège à Al-Ghouba. Il y avait des ateliers, il y avait un atelier de dessin, un atelier de coloriage et un atelier, rappelle-moi s'il te plaît, c'était... Il y a eu un atelier de coloriage, de dessin, de peinture, et de pâte à modeler. Exactement. Et vous avez défini les âges ou vous êtes arrêté à un âge précis pour... Non, même pas. Il y en avait... En fait, ça allait de 16 à même 33 ans. D'accord, quand même. Oui. Vous avez ciblé et puis vous avez donc retenu des associations beaucoup plus? En fait, on a beaucoup plus travaillé avec une seule association. Oui. On a bien collaboré avec eux. Les enfants étaient très bien entourés. On a su travailler avec eux et tout s'est bien passé. D'accord. Donc jusqu'à présent, on en a fait 3 journées. Oui. C'est le dire, c'était au tennis de CD Flood. Et tout s'est bien passé. Il y avait un coach sportif qui a été présent pour eux. Ils ont fait une formation de tennis. Puis après, il y a eu une prof de dessin qui est venue pour eux. On a fait un atelier créatif, un petit workshop, comme on dit. Il y a eu de la peinture, de la pâte à modeler. Puis il y a eu la pause déjeuner. Et ils sont tous repartis tellement heureux. Et surtout, c'était beaucoup plus le fait qu'on nous revoit encore une fois. Donc, étant donné qu'on a travaillé avec eux 3 fois, donc ils étaient souvent heureux de nous revoir. Voilà, et bien ils s'attachent parce que c'est ça, oui. Et ils reconnaissent donc les personnes. Oui. Donc c'est important pour eux justement pour se retrouver dans leur propre univers, rassurés. C'est ça. Il faut les rassurer. C'est des enfants, surtout les enfants autistes. C'est ça, oui. Alors là, c'était des enfants trisomiques et franchement, ils sont repartis vraiment
tous heureux, il n'y en avait pas un qui ne l'était pas et c'était le but. Voilà, c'est important pour vous, pour votre formation également, parce que vous faites des études scientifiques, donc là encore une fois, pour interagir avec les parents, comprendre aussi cette forme aussi, donc on ne va pas dire handicap parce que ce n'est pas un handicap, oui. mais parler un petit peu donc, de leur situation au quotidien et surtout que ça soit aussi dans la société, bien perçu par la société. Tout ça. Voilà. Je dis toujours qu'on doit se former humainement avant de se former scientifiquement. C'est ça. Et c'est le but justement de cette rencontre que vous avez organisée pour que tous sachent que ces enfants, au même titre que les autres, doivent s'amuser, jouer. Tout à fait, oui. Donc le but c'était d'encourager la société à être plus inclusive envers ces gens-là. Oui. Voilà. Et bien sûr, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer donc de les accompagner au quotidien. Oui, donc cette campagne, vous avez déjà fait 3 jours. 3 jours durant lesquels ça a été très intense avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Oui. Et puis là, il nous reste une dernière journée. Ça sera dans un complexe touristique au bord de la mer. Donc ça sera... En fait, on a essayé de viser pas mal d'endroits. Ouais. Comme ça, ils auront à voir pas mal de choses, avec plein d'activités. Alors là, on les voit au tennis donc de Sidi Fredj. Oui. Ce sont de belles images. Ils se sont bien amusés, ils ont appris. Super, oui. D'ailleurs, la coach sportive, elle était très... Agréablement surprise. Vraiment, oui. Pour le coup, en fait, pour la plupart, c'est déjà des athlètes. D'accord. Oui, d'ailleurs, ils sont en train de préparer une compétition là maintenant très bien. Natation. Ils se sont retrouvés, voilà, c'est le mot. C'est le mot, exactement. Alors, cette campagne va durer encore dans le temps, vous m'avez dit? Jusqu'au 8 juillet. La dernière journée se fera le 8 juillet, Inch'Allah. Très bien. 8 juillet, durant lesquels vous aussi, vous serez actifs. Vous serez donc sur le terrain, avec d'autres membres de l'association ACEPA. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup plus de filles ou de garçons dans l'association? Non, les deux. En général, les étudiants de pharmacie, c'est beaucoup plus les filles. Oui, c'est ça, justement. On reçoit beaucoup de filles dans l'association ACEPA. Oui, tous les étudiants de pharmacie, il y a beaucoup de filles. C'est ça. Vous avez plus de temps à donner, on dirait? Non, même pas. Peut-être plus d'humanité. Peut-être. Non, même pas. En fait, tous les étudiants de pharmacie, il y a bien plus de filles que de garçons. C'est normal qu'on se retrouve dans l'association. Très bien. Et mis à part cette campagne, vous allez vous reposer après pour les vacances ou vous allez continuer à enchaîner d'autres activités? Aujourd'hui, justement, ça commence, ça sera la campagne en santé publique pour la thyroïdie. Et il y aura de la sensibilisation, du dépistage. Donc ça commence, ça s'arrête. Beaucoup de choses à dire sur la thyroïde. Et puis ça sera sur le terrain. D'accord. On fera pas mal de sensibilisation. Donc, tous ceux qui se posent des questions pourront venir vers vous et vous serez là pour y répondre avec des spécialistes, des médecins aussi qui seront sur place, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites d'habitude. Oui, c'est comme ça, avec plaisir. Parfait. On a un dernier mot peut-être pour parler un petit peu de cette action? Alors, je vais remercier les gens qui ont participé à cette initiative et je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés. Eh bien, merci beaucoup. Et surtout de nous avoir invités aussi et d'avoir pris de votre... C'est gentil. En tout cas, bonne chance à vous. Bon courage pour votre action au quotidien. Et puis, surtout que vous serez sur le terrain avec cette chaleur et surtout avec beaucoup de bonheur puisque les enfants vont vous apporter cette joie d'être très actifs et communicatif surtout. C'est ça. Voilà. Tant que c'est pour la bonne cause, c'est le plus important. Exactement. Je remercie en tout cas Intisar Rahab Bournen, qui est donc membre de l'association ACEPA, 2e année pharmacie, qui passe 4e année pharmacie. Bon courage pour vos études. Merci. Et Amira Othman Talba, qui est elle aussi membre de l'association, 2e année, vous aussi. Et qui passe en 3e. Qui passerait donc en 3e année. C'est vrai que ça y est, les études sont terminées. Oui, bon. Vous allez donc profiter des vacances? Enfin. Enfin, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bonnes vacances. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine campagne, Inch'Allah. Vraiment. Voilà. Je vous invite tout de suite à justement rester dans le sujet et s'intéresser au sujet. Dans un moment, on va le voir. Donc, pour ce qui est donc de cette campagne qui va, encore une fois, je le rappelle, va être donc menée du 22 jusqu'au 8 juillet. Ça sera où exactement, vous m'avez dit? À Ain Taïa.
Donc la première, c'était à la ferme de Zeralda. On a invité une association à cette ferme de Zeralda, dans laquelle on a fait pas mal d'activités. La deuxième, c'était au siège de cette même association. Et puis la troisième, c'était au tennis club de Sidi Fradj. Puis, Inch'Allah, pour le 8 juillet, ça sera dans un complexe touristique à Ain Taïa. D'accord, complexe touristique. Le tennis aussi club, ça a été aussi une joie pour les enfants d'apprendre un petit peu. Ça a été une découverte de manier pour eux. La raquette. Oui, clairement. On peut voir ça sur les photos. Voilà, vous nous avez ramené d'ailleurs de belles photos pour pouvoir les voir et surtout continuer. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Merci. On va vous laisser repartir. On va retrouver donc nos invités. Mais avant cela, je vous invite à apprécier ces images d'Alger. On se retrouve juste après. De retour sur le plateau, nous avions dit que nous allions parler beaucoup donc, de prévention dans cette émission du matin. Nous allons parler cette fois-ci donc de recyclage et surtout combattre les sacs plastiques avec notre invité, Monsieur Ismaël Kahlouch. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Vous êtes donc gérant de cette plateforme Moustafid. C'est une nouvelle application, application intelligente qui nous permettra donc de gérer intelligemment nos déchets plastiques et en particulier les sachets plastiques. Exactement. Donc Moustafid, c'est une plateforme numérique qui a pour but de digitaliser l'activité de la collecte, de transport et de recyclage de déchets. Donc l'application Moustafid a trois buts grands objectifs. Objectif économique, objectif social et objectif qui vise l'environnement et tout ce qui est la préservation de l'environnement. D'accord. Alors, vous n'étiez pas dans ce domaine-là au départ, hein? Vous avez fait des études de droit et vous vous êtes intéressé un petit peu au recyclage. Pourquoi? Vous avez fait vous avez travaillé dans des entreprises, des multinationales, plutôt dans le commercial. Exactement. Et c'est là que vous avez décidé de vous intéresser à... Oui, effectivement, bon, comme tous les commerciaux, donc j'ai sillonné l'Algérie, j'ai fait les 43 wilayas commune par commune. Oui. Donc je connais l'Algérie de ces quatre coins, oui, avec tous ces étages, comme on dit dans le commercial. Donc la chose qui m'a vraiment marqué, c'est de voir tous ces tas de déchets, de poubelles, éparpillés un peu partout. Et surtout que le vent les emporte et ils restent accrochés comme ça. Une de mes missions qui m'a vraiment touché, et une de mes missions à Tougout, là où il y avait un marché hebdomadaire. Donc à la fin de ce marché, il y avait des tas de cartons, des tas de plastique éparpillés, là où les enfants mettent le feu. Donc ça donne à des images... Oui, de très mauvaises images. C'est vrai que quand on part dans le sud, le sachet plastique vraiment est emporté par le vent et on le retrouve très très loin. Très, très loin. Et il met du temps à se dégrader dans la nature. Donc, comme vous le savez,
je suis dans le commercial, je vois les emballages qui génèrent l'activité de l'agroalimentaire. Donc, ces emballages, c'est de l'argent. Oui. Quand vous achetez une bouteille d'eau, donc vous n'allez consommer que de l'eau. Vous allez jeter le plastique, le ticket, le bouchon, et ça, c'est de l'argent. Tout à fait. Beaucoup d'études ont été faites justement pour essayer donc d'améliorer le plastique, le rendre plus dégradable. Mais encore une fois, ça reste un déchet qu'il faut éliminer. Exactement. Le déchet, c'est inévitable. Oui. Tant qu'on est en vie, on génère les déchets. C'est vrai, c'est vrai. Une fois la vie s'arrête, il n'y aura plus de déchets. Donc, tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a la vie, il y a les déchets. La solution, c'est savoir intelligemment rénover ou recycler ces déchets et de leur donner une autre vie. C'est vrai. Et c'est la démarche qui a pris plusieurs pays dans ce domaine, où ils sont arrivés à, par exemple, dans la Corée du Sud, 97% des déchets organiques sont recyclés. Waouh. On ne parle pas des déchets plastiques ou carton parce que... Ça y est, c'est dépassé. C'est dépassé. J'étais à Séoul en décembre dernier. La première chose qui m'a inspiré, il n'y avait pas de poubelles dans les quartiers. Oui. Vous êtes fous, on ne jette pas de l'argent dans les poubelles, on ne jette pas le carton, on ne jette pas... Aujourd'hui, même les ménages, les industries ont un autre regard sur ces déchets alimentaires, ces déchets plastiques, etc. Il faut essayer donc de voir les choses différemment. Essayer donc de minimiser les packaging, essayer de trouver des solutions pour aller vers la source, acheter carrément en grande surface, mais sans emballage. C'est ça le business model de Mustafid. C'est ça. Mustafid a pour deux buts qui vont alléger toutes les dépenses énormes de l'État algérien concernant le CET, concernant les sociétés ou les organismes qui sont chargés de la poubelle, etc. Donc, on a deux objectifs. Il y a le tri sélectif et la valorisation à l'origine. Ça veut dire quoi? Le tri sélectif, ça peut se faire à la maison, par la maman, et ça peut se faire dans les établissements, dans les écoles, dans les administrations. Il faut que ça devienne une culture, un principe de vie. Parce que grâce à Mustafid, si on travaille à la valorisation du déchet à la source, donc on va gagner du temps, on va gagner de l'argent et on va avoir des déchets recyclables d'une certaine pureté qui seront prêts à être utilisés rapidement. Ça fait longtemps qu'on entend parler justement de recyclage, ça fait longtemps qu'on entend parler de tri sélectif, mais l'application est tout autre sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont réussi peut-être cet engagement. Reste encore une fois certains pays qui ne suivent pas. Aujourd'hui, on est encore à parler donc de journée mondiale de lutte contre le sachet plastique. Oui, donc c'est pas normal encore. Comme je vous l'ai dit, le plastique c'est inévitable, donc il faut diminuer, il faut aller vers des recherches où trouver des plastiques qui seront dégradables et rapidement. Et pourquoi pas passer là où on peut à d'autres modes de consommation, à d'autres modes d'utilisation et à d'autres modes d'emballage. On l'encourage, mais le plus important reste à recycler, à valoriser, à digitaliser cette grande activité qui peut générer des millions de dollars chaque année. L'application Mustafid met en relation les trois principaux parties de cet enjeu, c'est un triangle vert. Tout à fait. Vous avez beaucoup de choses à faire puisque ça fait tout juste une année que vous êtes donc lancé, que vous avez lancé cette application. C'était en juin dernier d'ailleurs. Donc ça fait tout juste une année, c'est tout frais. Est-ce que depuis cette année-là, il y a eu donc une amélioration? Bien sûr. Bien sûr, il y a une grande amélioration. Donc, Mustafid est sur cloud, disponible sur Play Store depuis juin 2024. Comme on dit, il y a le défi de 90 secondes. Chaque citoyen, toute personne peut télécharger et commencer à utiliser l'application Mustafid et avoir son compte, son propre compte. Dans 90 secondes, à travers l'application Mustafid, on peut vendre les déchets et on peut les mettre en donation. C'est ça la différence. Donc, le citoyen, la femme au foyer, l'employé de restaurant, de l'hôtel, la femme de ménage dans l'administration, peut rassembler tous les déchets, les trier et les mettre à vendre, ou les femmes au foyer, ou les entreprises peuvent mettre les déchets en donation pour le Croissant Rouge, pour d'autres associations nationales qui sont reconnues. C'est vrai qu'on voit beaucoup de particuliers tourner dans les quartiers, ramasser les bouteilles plastiques. C'est un triangle vert.
La première partie, c'est les générateurs de déchets. Le plus important, c'est le cœur de métier, c'est l'amont de cette opération, c'est les foyers, les individus, les ménages, les pharmacies, les supérettes, les administrations, les écoles, les salles de sport, les hôtels, les salles de fête. Tout ça génère des déchets recyclables qui vont donner un plus à l'économie nationale. La deuxième partie de ce triangle vert, c'est les collecteurs. Les collecteurs, ce sont ces jeunes-là que vous voyez dans les rues en train de déchirer ces sacs. On veut que cette activité soit organisée, réglementée. On l'encourage ça. Je remercie le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Information de Knowledge and Economic Knowledge. Ils ont commencé à donner des agréments pour ces jeunes. Il y a plus de 10 000 collecteurs sur le territoire national, 10 000 jeunes. Énorme, oui. Donc, avec leurs moyens, avec leur herbine, leur chana, qui collectent d'un peu partout. Nous, on a un petit slogan dans ce sens. Travaillez comme vous le faites maintenant, mais adhérez à l'application Moustafid parce qu'elle va vous mettre sur rail, elle va vous aider à être organisé avec une couverture sociale, avec des garanties, avec un travail digne de respect. Tout à fait. La troisième partie de ce triangle vert, c'est les centres de recyclage, de tri et de recyclage. Tri et recyclage, tout à fait. Exactement. Il y a plus de 500 centres de tri et recyclage territoire national avec différentes activités. Là, il faut mettre le point sur l'accent parce que quand on dit de déchets recyclables, il y a 6 grandes familles. Il y a le plastique et ses dérivés, le carton et le papier, il y a le bois, et il y a le tissu, le verre et le métal. Mais 2 branches seulement sont à la hauteur. Le plastique, ensuite le carton, mais il y a d'autres produits qui doivent être valorisés et les investisseurs doivent se diriger vers ces produits. Ce sont les textiles, le bois, rien ne se jette. Tout peut être recyclé et devenir une autre fortune, une autre matière première. Le bois, le fer, on voit donc des personnes récupérer tous ces déchets quand il y a des débris, quand il y a des travaux aussi dans les habitations. Exactement. Donc tout se recycle. La pierre, le carrelage, tout ça. Nous, dans Moustafid, on est spécialisé dans ces grandes familles, mais on a une grande database, un grand savoir-faire. On a des chercheurs, des développeurs qui sont disponibles à la hauteur, disponibles pour aider, pour s'entraider avec d'autres applications, d'autres sociétés, d'autres startups qui sont dans le domaine, et on met notre savoir-faire à l'État algérien, aux différents ministères et directions pour donner de l'appui technique. On a des informaticiens qui peuvent développer des choses incroyables au bout d'une semaine. Quand on voit ces images, ça fait mal au cœur parce que ce sont des images qui existent malheureusement. La mer rejette énormément de déchets. Il y a même donc carrément des îles qui flottent, des îles flottantes de déchets comme ça, plastiques. Il faut réagir. Il faut réagir rapidement par la société civile, les associations, et surtout, il faut donner ça à cette opération un aspect économique aussi. C'est ça. Parce que si on reste dans le bénévole, c'est bon, c'est une très bonne chose, mais comment transformer ce bénévole, comment se transformer tous ces produits en force économique, valeur économique. C'est ça le but. C'est important. Alors ce sont des déchets plastiques qu'il faut vraiment gérer, canaliser. Tout ça, vous l'avez mis en place à travers cette application intelligente? À travers cette application, le générateur de déchets peut s'inscrire et peut mettre en vente son produit, son déchet. Donc une fois la mise en vente est faite sur l'application, nous avons un back-office à notre niveau, des technico-commercial, prendre en charge toutes ces commandes et les mettre en relation avec les collecteurs de déchets. Tout à fait. Et qu'en est-il justement des quartiers, des APC? Au niveau des APC, il y a aujourd'hui une réglementation où ça y est, ça commence? Oui, il y a des quartiers témoins, comment ça se passe? Bon, il y a la loi 2502 de l'environnement qui a promulgué la loi 1901, donc après tant d'années, après tant d'attentes, il y a enfin une loi sur l'environnement. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes dans le domaine. Oui, je suis juriste de formation, donc la loi 2502, c'était une très très bonne loi, elle regroupe tout. Donc on attend les textes réglementaires du ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement, et les textes interministériels. Mais la plus importante qu'on attend, nous, comme société, comme start-up, c'est que, et c'est ça, c'est le moment de faire, c'est le moment d'agir. Les entreprises
les supérettes, les pharmacies, les entreprises classées n'ont pas le droit de jeter leurs ordures avec les ordures ménagères. Parce que les ordures ménagères, il y a l'État, il y a la commune qui met en place des budgets pour ça. Oui. Les déchets des autres organismes, c'est ça. Voilà, ça c'est un énorme... exactement. Une manne économique importante. Exactement, c'est ça. Donc, les autres entreprises, on attend juste les textes explicatifs et les textes d'application de cette loi doivent avoir une traçabilité de la gestion de leurs déchets. D'accord. Et aussi alléger la trésorerie de l'État. Ils ne doivent pas jeter leurs déchets avec les déchets ménagers. Et de donner une occasion à ces déchets d'être une autre fois valorisés, parce qu'une pharmacie génère minimum 10 kg de carton par jour. Ça fait mal au cœur de voir ces cartons-là finir dans la bouée ou dans l'eau ou être brûlés. Donc ces cartons des pharmacies doivent être recyclés, doivent être préservés et recyclés rapidement par des géants maintenant qui sont dans le domaine du recyclage de cartons. Et ces pharmacies... Ils existent, voilà. Je ne peux pas citer les noms, mais il y a quand même 2 grandes entreprises en Algérie qui sont actives dans le recyclage de carton. Et même le carton, on a des demandes d'exportation. Dernièrement, la semaine dernière, on avait une demande d'exportation de 2000 tonnes. Acheteurs, et puis donc il y a 2 sociétés algériennes, l'une à l'ouest et l'autre ici à... Une filière qui travaille très bien. Qui travaille très bien. Donc, quand on parle de ces entreprises, par exemple, une société qui génère une supérette, qui génère le plastique. Donc, elle peut bénéficier de ses revenus, de ce plastique et de ce carton. Et en même temps, faire du bénéfice. Exactement, faire du bénéfice ou des donations. Et éviter... les encombrants. Les encombrants, éviter les appelle. Exactement. Oui. Alors, qu'en est-il de... Pardon, je vous ai coupé la parole, allez-y. Et aussi pour les sociétés. Les sociétés, on a signé dernièrement un contrat avec Timac Agro. C'est une grande entreprise de distribution de produits d'engrais. Donc, les bidons plastiques qui sont chez les fleurs ne doivent pas être jetés dans la nature. Donc, on a signé avec un contrat. On va récupérer tous les bidons en plastique de cette grande entreprise et en même temps les autres déchets en plastique chez les fleurs qui vont être... Alors vous me donnez l'occasion de parler des déchets qui sont aussi des déchets dangereux. Comme ça, ce sont des engrais. Là aussi, c'est toute une logistique qui doit se mettre en place pour ça. C'est dangereux, ça doit être suivi aussi par la loi. Voilà, il ne faut pas les mettre n'importe où, les jeter n'importe où. Bon, ce n'est pas notre domaine, mais on les appelle les déchets SD et SDD. Donc, c'est les déchets spéciaux, les déchets spéciaux dangereux. Donc, ça, ils ont une organisation, une réglementation. Voilà, il faut pas les jeter au niveau des nappes, etc. Mais il y a plein de sociétés dans ce domaine. Mustafid n'agit pas dans cette partie. Oui, on est dans le déchet recyclable directement valorisable. Très bien. Les 6 grandes familles, comme on a dit, plastique, carton, bois, verre et métal. Mais on encourage, on est prêt à donner notre database, à donner notre vision. On partage notre business model pour que les jeunes puissent bénéficier et les autres entreprises étatiques et directions peuvent bénéficier de notre savoir-faire dans ce domaine. Tout à fait. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des centres d'enfouissement technique? Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce que, bon, c'est plus que ce qu'ils étaient, mais... Vous avez touché un nerf. Bon, un nerf de la guerre. Oui, en Algérie, il y a 117 centres d'enfouissement technique, mais des fois, il arrive à fin, parce qu'un enfouissement... Eux aussi sont aussi valorisés quelque part. Il y avait le centre d'enfouissement, il y avait le centre les déchets de Westmark qui ont été réaménagés aujourd'hui. Il y a donc beaucoup de ces déchets à ciel ouvert qui ont disparu, heureusement. À mon avis, le centre d'enfouissement technique, c'est la dernière étape. Oui. C'est la dernière étape. C'est vrai. Et même le centre d'enfouissement technique, il faut qu'il soit une entreprise de valorisation. C'est ça. Il y a des équipements de tri et de tri dans chaque centre dans chaque centre d'enfouissement. Il y a des centres d'enfouissement qui font le tri avant de remplir les bacs. Il y a même des centres d'enfouissement qui ont des bénéfices, ils génèrent des bénéfices. Il y a même des centres d'enfouissement qui exportent les déchets comme le centre d'enfouissement de Blida, mais ils vont arriver à sa fin, donc à une fin. C'est pour cela que j'ai dit ces centres d'enfouissement doivent rester dans
Leur principale tâche, c'est la finalité, c'est la fin de fin. Là où les produits, on ne peut pas les valoriser, ils seront enterrés. Même cette branche-là, il y a des sociétés qui sont dans le compost, dans la récupération et la valorisation de déchets organiques. Tout à fait. Faire des campagnes de sensibilisation, peut-être au niveau du grand public, pour essayer de sensibiliser donc, les ménages, les entreprises et surtout les individus. Ça commence très tôt à l'école pour essayer donc leur faire entrer cette notion donc d'écologie, pour essayer de moins jeter à l'extérieur, recycler, faire attention à notre environnement. Je pense que vous avez déjà le planning de Moustafid. Eh bien, tant mieux si je suis dans votre, votre optique. Oui. Donc, il y a plein d'actions dans ce sens. Faire adhérer la société, les jeunes, les familles dans ce process. On est dans un grand projet avec une grande société. Bon, entre parenthèses, c'est Naftal, on a le droit, on est fiers de le dire. Société nationale. C'est une société nationale qui est vraiment spécialisée. Donc, on va mettre des équipements au niveau des stations Est-Ouest. D'accord. Donc, pour encourager les gens à faire le tri sélectif, le papier à part, le plastique à part, le métal à part. Donc, ça va donner une très bonne image à la société pour encourager les gens à faire le tri sélectif. Parce que ça commence par là. Et ensuite, on a tout un programme riche. 2025-2026 en attente de l'année scolaire. Vous reviendrez pour nous en parler, Inch'Allah, avec la rentrée scolaire. Exactement, avec les crèches, les centres de formation, les écoles, pour encourager le tri sélectif et faire de ça une brèche économique pour on va associer les associations des parents d'élèves parce que on ne le voit pas. Il faut valoriser le peu qu'on a pour qu'il devienne grand. C'est vrai. Donc, chaque élève prend avec lui son goûter, une bouteille en plastique, quelque chose de papier. Si on les ramasse, à la fin du mois, c'est une fortune. Quand même, exactement, c'est une fortune exactement. Donc, et revenir aussi à nos aînés, hein, tous ceux qui étaient avant nous, il n'y avait pas tous ces déchets, hein, tous ces encombrants, etc. On revient à la vieille, le couffin, Tahna, une belle... on l'encourage. Voilà, on revient, on oublie les sacs plastiques, on essaye de se munir de ce beau couffin, le quffa. Voilà. J'utilise toujours le couffin. Bien sûr qu'il y a une durée de vie quand même. J'utilise toujours le mdal, j'utilise toujours la boîte. Le chapeau. Oui, le chapeau, exactement. Le chapeau en traditionnel. Exactement, j'utilise toujours une jarre à la maison, en verre ou en pot, donc en poterie. Oui, en poterie. Voilà, pour garder l'eau fraîche. Exactement. Voilà, il n'y a pas mieux. Essayez donc de revenir à nos gestes ancestraux et pour pouvoir en tout cas être écologique. Et en même temps, c'est une bonne santé, hein, parce qu'il n'y a plus ces éléments plastiques qui circuleraient dans notre corps. Et bien sûr, c'est des déchets alimentaires, des déchets dangereux pour nous, hein, pour notre alimentation, n'est-ce pas? On a grand à faire un équilibre dans nos corps. Oui. Parce qu'il y a vraiment des entrants chimiques qui rendent notre corps faible, qui rendent la vie difficile. Donc il faut faire des efforts. Des efforts dans l'éducation, dans la famille, à travers les médias comme vous le faites. Et je vous remercie pour encourager les gens à faire ce geste écologique. Et c'est des grands gestes qui ont des grands résultats sur l'économie du pays et l'écologie. Voilà, c'est des gestes éco-responsables. Exactement. Et surtout, nous sommes tous responsables. La partie sociale, parce que Moustafid ouvre la brèche, ouvre la porte aux gens, aux citoyens, de faire des donations à travers leurs déchets. Et ça qui a touché une grande partie de notre société. On était là à petite échelle, essayer de rassembler les bouchons plastiques, les donner à des associations. Exactement. Là, avec cette application, on pourra le faire encore plus amplement. N'est-ce pas? Oui, exactement. Eh bien, en tout cas, on a été ravis de vous avoir reçu. Bon courage pour votre application. Ça continue. Application Moustafid, vous pouvez la télécharger et carrément être aussi un bon citoyen en essayant de donner aussi ses déchets, carrément. Offrir ses déchets ou les vendre, carrément.
Oui. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle donc Monsieur Smail Kahlouch, vous êtes donc gérant de cette application et cette nouvelle donc plateforme mise en place pour justement réduire les déchets plastiques et les déchets en général sur notre planète et plutôt déjà dans notre pays. Exactement, je vous remercie pour cette invitation et nous sommes là pour l'intérêt de notre pays, pour le bienfait de nos citoyens. Merci beaucoup, bonne chance et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Nawel Bendjilali qui nous fait découvrir justement le sport pour les enfants en situation de handicap. On se retrouve juste après. Dans un coin discret de la commune de Barlia, une académie de football pas comme les autres fait des miracles. La Football Challenge Academy a lancé un programme Sport pour tous, dédié aux enfants autistes et trisomiques. Ainsi, le terrain se transforme en espace d'épanouissement. Ici, à l'académie, le score importe moins que les étoiles dans les yeux de ces joueurs, pas comme les autres. Le ballon rond devient une thérapie. Histoire de réaliser leur rêve, on a pensé à créer cette académie et on aimerait bien vulgariser cette initiative. Ils sont épanouis quand ils viennent au stade et c'est ça notre but. Cette catégorie d'enfants a besoin de bouger et de courir. Le football est le meilleur remède. On a commencé avec l'association de Delles et cette année, on a signé une convention avec l'académie, histoire de profiter de leur expérience. عطاو بلوس الجمعيه تاعنا تريزوميا دلس وجمعيه التوحد تاع دلس الوغ هما عندهم ديجا اون اكسبيريونس في لا ولايه دالجي وجاو مدوا هاد الاكسبيريونس تاعهم لهنا عندنا في دلس. Une académie dirigée par un ancien joueur connaisseur du domaine, mise sur des séances adaptées, exercices sensoriels, encadrement renforcé et un objectif prioritaire, le plaisir avant la performance. On va préparer un programme spécifique à cette catégorie, dans le but de leur inclusion dans la société. طراباي دو جروب اللي ماذا بينا حنا شاك فان داني نكونوا صوفينا واحد ولا زوج من الجروب باش نقدروا او موان نطلعوهم مع لي زونفون نورمال في الاكاديمي تاعنا سي سا لوبجيكتيف تاعنا. Avec l'aide de kinésithérapeutes et psychomotriciens, l'académie a développé des méthodes innovantes, motricité et socialisation. L'intégration des enfants في الميليو scolaire ولا même la société تاعنا ولا les activités sportives elle est très importante parce que les enfants surtout les enfants اللي عندهم les troubles autistiques راح نخرجوهم وراح ننتيجيهم في la société. هذا واش يحوس l'enfant parce que إذا كان في الميليو فاميليال كي ما درنا والو entre la petite famille on a besoin هاد les enfants يخرجوا كيفاش يخرجوا بهاد les activités les activités de sport les activités de loisirs les activités même les activités culinaires il y a plein d'activités. La psychomotricité, c'est une activité, elle joue sur deux points, le corps et le psychique de l'enfant. Voilà. Pour l'équilibre psychomoteur chez l'enfant, il y a tout un travail. L'enfant a été à zéro. On développe le côté affectif, le côté relationnel, le côté moteur, psychique, au même temps. L'enfant a l'équilibre psychomoteur qui est les autres enfants. Entre les cris de joie et les ballons qui dansent sous le soleil, une académie écrit une autre histoire du sport. Ici, on ne compte pas les buts, mais les sourires. Bienvenue dans un terrain où le ballon rond devient un langage universel. ملي بديت من هذه الجمعية لقيت نتيجة بزاف هايلة على خويا المعاملة تاعهم بزاف مليحة وهو كان ما يقدرش كاع يبدا يصقل دوكا بالعقل ولا ماما عطيلي هذه ماما بغيت ناكل ماما عطشت ماما جعت شغل ولا يهدر
يقول لنا وش راه في قلبه وش بغاه هو. ونوجه هذه الرسالة للجميع اللي راه يشوف فينا اللي فاق اللي وليدو هو ماشي من هذاك النوع تاع ما راهش يهدر ما راهش والو، يتبعوا قبل ما يروح قبل ما يدوز. رانا هنا في مدينة بغلية مع اسمه الأكاديمي فوتبال شالونج، وقاموا بينا ورانا جبناهم وراهم يونطرينيو ويلعبوا من هنايا ورانا قايمين بهم. واش تواسي هذا هو التوحد كما يقولوا التوحد صبر، وحنا كما يقولوا نديروا اللي علينا وهذه هي. قولي انت جيت دير سبور؟ ايه. واش اما نيميرو عندك نتايا؟ لا ما عنديش نيميرو. ما عندكش نيميرو؟ واش تحب قولي واش تحب؟ انت زيدان ولا ميسي ولا شكون انت؟ كريستيانو رونالدو. باقي عليلو؟ صافا صافا؟ صافا مليح. صافا بيان؟ صافا بيان. اسمك عليلو؟ عليلو اسمه ايه. شحال في عمرك عليلو؟ واش اسمه؟ الله يبارك. قولي عليلو شحال لك ملاك تجي دير سبور هنايا؟ شحال عندك ملاك تجي دير سبور؟ عندك ماتش؟ ما كاينش ماتش اباليش. انت شكون ميسي ولا نيمار ولا شكون انت؟ نيمار. نيمار؟ نيمار. تحب نيمار؟ ايه. علاش تحب نيمار؟ اباليش. يعرف يلعب؟ يعرف يلعب. داكور. راك مليح هنايا؟ مليح. صباح الخير. بخير. واش راك صافا؟ صافا. صافا بيان؟ صافا. الحمد لله. تلعب ماتش هنا؟ ماتش. قول لي انت شكون؟ انت نيمار ولا ميسي ولا زيدان ولا شكون انت؟ نيمار. À la Football Challenge Academy, chaque passe, chaque éclat de rire et chaque petite victoire sur le terrain raconte l'histoire d'un ballon qui roule au-delà des lignes blanches. Ici, le sport est un pont tendu vers l'inclusion. Ce soir, à Barlia, des parents entreront chez eux avec un trésor, la lumière dans les yeux de leurs enfants. Le vrai score était ça. Reste à savoir qui relèvera ce défi à leur côté. Abou Meldès et bien au-delà. Alors, de retour sur notre plateau, les enfants se sont bien amusés. On continuera justement à parler des enfants et surtout de leur santé avec nos invités. L'association Bni Mezrana, représentée ce matin par M. Faisal Bouabesh. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je vous remercie de votre invitation. Merci à vous. D'être avec vous ce matin. C'est gentil. Bonjour à tout le monde. C'est gentil, marhaba bik. Et M. Slim Mellel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes, vous, ophtalmologue, c'est cela? Pas ophtalmologue, je suis opticien lunetier et secrétaire général de la section santé visuelle au niveau de la forêt. Santé visuelle, tout à fait. En tout cas, vous êtes là pour justement parler de cette campagne donc, que vous avez organisée. C'est une première, vous me le disiez, avec l'association Bni Mezrana, puisque les campagnes, vous avez l'habitude de les faire un petit peu partout sur tout le territoire. Les campagnes de dépistage, beaucoup plus, c'est cela? C'est des dépistages qu'on fait un peu partout. C'est vrai que ça concerne un peu plus les enfants. Donc on a eu l'occasion de faire beaucoup l'Algérie profonde, que ce soit à Timimoun, que ce soit en collaboration avec d'autres associations. Entre autres, il y a une association que je salue, une association italo-algérienne qui est gérée par M. Ninou, qui m'avait fait la remarque hier de parler de lui, une canne pour l'Afrique. Oui, on a l'habitude de le recevoir. Voilà. C'est un ami aussi du Bonjour d'Algérie qui a fait aussi beaucoup de choses pour les enfants et qui... Et on travaille ensemble, Lui s'occupe des aveugles et nous prenons en charge un petit peu tout ce qui est amétropie, tout ce qui est problème visuel, sur un plan pathologique avec des ophtalmos, sur un plan acuité visuelle avec des optométristes. Des opticiens sont là pour offrir des équipements, que ce soit en monture et verre. Il y a tout un jumelage qui est fait dans ce sens. Tout à fait. Et vous allez continuer à le faire, d'ailleurs aujourd'hui même, puisque vous êtes un petit peu pressé. La campagne a déjà commencé, vous allez retourner sur le terrain. Beb Jdid, qui sera à l'honneur aujourd'hui, la citadelle d'Alger, la Casbah. Alors, vous êtes des amoureux de la Casbah, vous représentez les anciens donc, de la Casbah, et vous l'avez rebaptisé Bni Mezrana. Oui. Et vous êtes actif, que ce soit dans le domaine culturel, social, etc. Et cette fois-ci, c'est une première. C'est une première, voilà, c'est une idée qui a germé en discutant. Il m'a invité à leur forum. Et puis on a discuté, et puis l'idée est germée. On a dit pourquoi pas, on va faire un dépistage multifonctionnel, comme on dit. Vrai. Et voilà. Joindre l'utile à l'agréable. Joindre le rythme. Moi, j'ai dit, le 3 juillet, on fête un truc qu'on fête toute l'année, ça devient une tradition, le Hajj Mohamed Lahanka.
Et par rapport à Hajj Mohamed Ranka, on célèbre le 5 juillet. L'indépendance avec il m'a dit, la chanson. Alors, voilà, avec la fameuse chanson. Moi, j'ai dit c'était un hymne national. Alhamdulillah, c'est vrai. Moi, je compare à Qassaman. Voilà. Donc, Slim m'a dit, allez, pourquoi on ne va pas faire un dépistage au sein de la Casbah? Et j'ai dit le lieu le plus adéquat, ça sera la citadelle. On sera dans les hauteurs de la Casbah, la haute Casbah. Et puis c'est un lieu symbolique, c'est un lieu touristique et qui symbolise beaucoup de choses. Donc on a choisi ce site par rapport à son histoire et par rapport à... Et ça permet aux enfants de venir faire comment dire, un tour touristique, voilà, sur le Siyah. Voilà, tout à fait. Et bien sûr, connaître sa vie, connaître son quartier. Voilà, et connaître l'histoire surtout. Surtout l'histoire. S'imprégner, surtout de ces murs. C'est ce qu'on va faire dans l'animation. On va expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est ce site et qu'est-ce que c'est que la Casbah. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente, la Casbah, pour l'Algérie, pas pour les gens de la Casbah. Tout à fait. Parce que la Casbah, c'est un patrimoine, il faut le préciser. Le valoriser. Voilà, le valoriser, et c'est un patrimoine national. Il n'appartient qu'aux gens de la Casbah. Il n'appartient pas il appartient à tous les Algériens. Et mondial aujourd'hui. Et mondial, voilà. Moi, je parle de national, et après on va à l'international. Mais ce qu'il faut, il faut se mettre à l'évidence que la Casbah, c'est un patrimoine national et qui regroupe toute une histoire de l'Algérie, pas que d'Alger. Tout à fait. Il faut le préserver et surtout pouvoir en parler. C'est un combat continuel. Tout à fait. C'est un combat continuel qu'on est en train de faire et, comment dire, et sensibiliser les gens. Il faut les faire sensibiliser sur ce site-là. Voilà. Patrimoine matériel et immatériel. Vous parliez tout à l'heure du Cherbi et surtout des racines du Cherbi. Oui, les racines du Cherbi, les racines des personnalités qui sont passées par là. Il n'y a pas que le Cherbi, il y a le théâtre, il y a beaucoup d'acteurs et comment dire, Arweshid, c'est un natif de la Casbah, beaucoup de personnalités qui sont passés par la Casbah et qui sont nés à la Casbah et qui sont imprégnés de la culture algérienne. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut préserver ce site. Et vous avez voulu justement joindre cette action à l'action de la santé pour pouvoir peut-être optimiser. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, bien sûr. C'est très. Alors la journée a déjà commencé. Comment on va s'articuler cette journée? On va s'entraider. D'ailleurs, on est rentré à 10h du soir, à minuit, hier, pour préparer tout. Je remercie leur équipe qui étaient à la bourre. Tous les médecins, ils ne sont pas venus que d'Alger. Il y a de l'intérieur. Surtout que je salue. Je salue aussi la... Tu es venu de loin? Moi, je viens de Tizi Ouzou. Voilà. D'accord, déjà. Et il faut rendre hommage aussi à la directrice de la citadelle, Mademoiselle Maya, que je salue très bien. Il faut rendre hommage aussi à la PC. Citadelle qui a été restaurée, donc un lieu qu'il faut absolument visiter, magnifique, par des architectes. Donc voilà, il y a le président de l'APC et leur équipe. De la Casbah qui nous ont aidés aussi, qui nous ont permis de faire cet événement à Bab Jdid aussi. Le ministère de la Culture, c'est normal, voilà. Et tout le monde qui a participé, soit de près, soit de loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière et qui nous poussent à faire des efforts pour réussir cet événement. Voilà. On va parler à présent du volet santé, donc comment ça va s'articuler avec les enfants, avec les médecins. Nous avons logiquement, il y a une liste de 400 enfants. D'accord. Nous avons créé, vous savez, le site est magique. La citadelle, j'aurais beau expliquer la sensation que j'ai, le fait d'y être, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Surtout la vue. Oh purée, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc, avec l'architecture elle-même, on a pu créer des box. Donc, il y a 5 box ophtalmiques, 10 box optométriques. Avec les 10 box optométriques sont suivis avec 10 autres box pour les acuités visuelles. On a fait tout un circuit pour les enfants. C'est vrai qu'on a pris un petit peu l'habitude dans le travail des dépistages, etc., au niveau de l'organisation. Donc, l'enfant rentre. Il commence directement par une inscription. En parallèle, nous sommes en train de faire une petite cartographie amétropique algérienne pour connaître un petit peu les problèmes de santé visuelle et en découpant. Vous savez, l'Algérie est tellement grande, c'est un pays, c'est immense comme pays. Voilà, on est en train de voir des enfants. Donc, et à partir de là,
l'enfant rentre, il s'inscrit, il y a une fiche d'inscription, bon, connaître dans le cas où il y a une pathologie, dans le cas où il y a un problème, surtout qu'on a pris une association d'handicapés qui feront aussi les tests. Il y aura des orphelins, parce que la Forem, l'ONG à laquelle j'appartiens, s'occupe d'orphelins. Donc il y aura une partie d'orphelins aussi qui vont être présents pour être dépistés. On commence par une acuité brute chez les ophtalmos, et à partir de là, l'ophtalmologue va commencer à faire les orientations. Quand il y a des problèmes d'acuité, ça monte directement pour une prise d'acuité et corriger l'enfant. Il redescend avec sa petite, pas une ordonnance, mais avec son petit papier, avec sa correction. On a créé une petite boutique d'optique avec des lunettes, etc. Il y a un groupe d'opticiens qui va être à l'intérieur. L'enfant est accueilli, bon, qu'il soit accompagné ou pas, donc tout dépendra, à qui on va offrir, donc il va choisir son équipement. C'est comme si il était dans une boutique et faire un achat. Il va choisir carrément ses lunettes. Sa paire de lunettes. À partir de sa prescription, nous allons adapter ses verres. Et dans une dizaine à quinzaine de jours, le temps de préparer tout ça, on va se revoir pour leur offrir leurs lunettes. Et les équiper. Et puis on va essayer de faire en sorte à ce qu'il y ait un suivi. Dans les cas pathologiques où ça doit nécessiter une chirurgie ou une ordonnance, une prise en charge par rapport à des traitements, on va essayer de trouver des solutions pour aider au maximum ces personnes, parce que la plupart des enfants, ça va être des enfants un petit peu nécessiteux. Donc c'est pour ça qu'il y a l'engouement dans cette histoire. C'est une aide. Franchement, la générosité des Algériens, elle est unique. Toutes les personnes que j'ai appelées dans ma spécialité, que ce soit mes fournisseurs d'équipements, que je remercie, que ce soit fournisseurs de verres, les médecins, les praticiens, sans exception, tout le monde a répondu présent. L'engouement est immense. On a affaire à des gens qui sont venus de Sétif, de Constantine, d'Oran, de Mascara, juste pour venir faire leur dépistage, aider ses enfants et repartir. Et c'est que personne n'est venu avec les mains vides. Chacun a ramené avec lui quelque chose. Et quand il te dit, écoute, je m'excuse du temps, je vais parler un petit peu algérien. D'accord, ok. Donc vous voyez un petit peu... Cette modestie, exactement. C'est ce qui fait un petit peu de la beauté. C'est très symbolique à quelques jours donc, du 5 juillet. Donc c'est encore une fois relever le défi et surtout rappeler que l'engagement juste post-indépendance des médecins algériens était là aussi. Et puis entre guillemets, tout est algérien dans cette histoire. Tout à fait. Nos enfants, c'est des Algériens. Nos praticiens, encore heureusement. Leur équipement sera algérien. Donc tout est de chez nous. Tout est de chez nous. Eh bien, c'est bien de le dire, tant mieux. Alors, c'est en tout cas une belle occasion de pouvoir soigner, aider et être solidaire, bien sûr. Amuser en parallèle. Et bien sûr, amuser. Et puis, ça va être aussi une campagne où on va essayer de sensibiliser les gens par rapport à plusieurs problèmes, surtout en ce qui concerne la santé visuelle. Écoutez, je crois qu'on peut être handicapé d'un pied ou d'un bras ou avoir quelques autres problèmes de santé, c'est gérable. Mais je crois que la vue, c'est vraiment pas. Et puis, se dire qu'il faut comprendre que dépister jeune, c'est des problèmes réglés dans le temps. C'est vrai. C'est des problèmes donc, de santé qu'on retrouve assez souvent, peut-être dans... Énormément. La dégénérescence visuelle, il n'y a pas que ça. Les maladies génétiques liées. Bon, il y a l'aspect génétique. On a aussi des petits... Bon, il y a aussi les problèmes qui ont des problèmes de strabisme, etc., et qui laissent des séquelles. On a des... et puis, il faut se dire que chez l'enfant, l'œil reste... C'est une étape de maturité où l'œil est en train de grandir et d'évoluer avec l'enfant. Quand on détecte des amétropies dès le début, elles sont soignées, non, mais elles sont plus ou moins prises en charge, corrigées, ralenties, freinées. Il y a tellement de cas qui existent. Et puis le dépistage, quand il est fait à une étape jeune, on peut suivre la personne et on peut gérer ses problèmes. C'est quand il y a des laissés-aller. Et puis le laisser-aller existe réellement. Je vous donne un petit exemple. Sensibiliser au niveau des écoles surtout, avec les enseignants. Déjà on commence avec les parents, c'est déjà très important. Vous savez, des fois on passe à côté, les parents passent à côté, les enseignants passent à côté. Je peux donner un exemple rapidement, et c'est un exemple que je répète souvent parce que ça m'a marqué. On a eu l'occasion de dépister une école, une école primaire. On a pris des enfants de première année, 84 enfants, sur les 84, 85, bon bref, ça a dépassé un petit peu les 80. On avait trouvé 13 enfants qui étaient déjà équipés de lunettes, donc qui ont des problèmes de vue. Après le dépistage, sur 80, 13 qui en portent, donc on est sur une moyenne assez correcte. Combien d'enfants avaient des problèmes de vue et personne ne s'est rendu compte? 33. Waouh!
Donc, ni l'enseignant ne s'est rendu compte, ni les parents se sont rendus compte. Bon, la région est un petit peu, on va dire, un petit peu retirée. Donc, on se dit que les parents ne se rendent pas compte parce qu'on pose les questions aux parents. Vous ne voyez pas votre fils se rapprocher trop de la télé. Vous ne voyez pas votre fils, quand il est en train d'écrire, il descend complètement sur sa table. Oui, il fronce les sourcils. On voit des enfants qui commencent à être ridés, à avoir des petits plis au niveau des yeux. Et ils te disent, non, l'enfant ne se plaint pas. Certains enfants ne se plaignent pas parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont. Et puis, il faut se dire que c'est l'une des plus grandes raisons des échecs scolaires. C'est ça. C'est ça. En général, quand à l'époque on était à l'école, la maîtresse disait ceux qui ne voient pas bien ou se rapprochent devant, ou on le remarquait quand l'enfant ne pouvait pas écrire correctement, il faisait des petites fautes. Là, on agissait. La maîtresse pouvait agir. Mais là, c'est différent. Complètement. Et puis vous savez, avec l'outil informatique, là, avec cette lumière bleue. J'allais le dire justement, l'abus de ces écrans chez les enfants est très tôt aujourd'hui, c'est un massacre. C'est vraiment un massacre, que ce soit sur un plan visuel, que ce soit sur un plan neuronal, que ce soit. C'est vraiment une catastrophe. Vraiment... Et puis on peut plus s'en passer aussi. Oui. À quel moment on dit que l'enfant a arrêté donc, son évolution, surtout à quel âge? Non, l'œil évolue jusqu'à 26, 27, 28 ans, où la courbe commence à devenir descendante. On va dire que l'appréciation des couleurs se fait à peu près à partir des 6 mois, 8 mois. C'est ça. Les protections UV qu'on a commencent à peu près à partir de l'âge de 12 ans. C'est pour ça que on dit qu'il ne faut pas exposer les enfants. C'est pas qu'il ne faut pas exposer, il y a une heure, parce que l'enfant a besoin de vitamine D. Non, exposer aux écrans, exposer à la lumière, exactement. Exposer à le tout soleil, ça. Le matin, on évite les après-midi par rapport aux enfants, surtout qu'ils n'ont pas de protection UV jusqu'à l'âge de 12-13 ans. C'est ça qu'on conseille beaucoup aux parents. On conseille aux parents à ce qu'ils équipent leurs enfants en lunettes de soleil. On conseille les parents à ce qu'ils équipent leurs enfants avec des filtres par rapport aux écrans. Si vous avez votre fils que vous laissez toute la journée derrière sa PlayStation ou je ne sais pas quoi, derrière son téléphone ou là. Il faut donner des moments, il ne faut pas les laisser continuellement. Énormément. Et puis équipez-les, quand il y a les moyens qui suivent, équipez-les avec des filtres. C'est ça, c'est ça. Il faut faire attention dans ce sens. Et je vous assure que il y a vraiment une situation, on va dire, plus ou moins catastrophique. Rentrez dans une classe. Certaines classes, on a plus d'enfants qui portent des lunettes que des enfants qui n'en portent pas. Et ça se corrige. Ça se corrige. Il faut bien sûr agir tôt pour pouvoir corriger justement. C'est pour ça que le dépistage chez les enfants est très très important. On prend un cas de strabisme. Je vais aller juste comme ça sur une généralité. Qui dit strabisme. C'est les nerfs, hein. C'est les nerfs. Ça peut être le nerf, ça peut être le muscle. Voilà. Ça peut être les muscles. Donc, l'enfant a pu convulser étant bébé et se retrouve à avoir une des séquelles, c'est un strabisme. Qui dit strabisme, avec le temps, s'il n'est pas pris en charge, le strabisme donne d'autres séquelles, qui est une isophorie ou l'anixophorie. Et l'un des plus gros problèmes, et qu'on vit souvent, c'est une amblyopie. Une amblyopie, c'est un œil qui devient feignant. Je banalise un petit peu les explications. Oui, c'est ça. Vous vulgarisez, c'est bien. Donc, un œil feignant, il est sain. Il n'a rien, il n'a aucun problème, il ne veut pas travailler. Quand l'enfant est pris en charge avant un certain âge, on récupère cet œil, il n'y a pas de souci. Les ophtalmos sont là, on a des orthoptistes spécialement pour ça, pour rééduquer les yeux. Bref, il y a tout un équipement qui vient derrière, c'est pris en charge, ça rentre dans l'ordre. Mais quand on ne se rend pas compte. C'est ça, toute la difficulté. Et à partir d'un certain âge, on ne récupère plus. C'est vrai. Et donc, il faut prendre les enfants bientôt pour pouvoir donc dépister, comprendre leur pathologie. Je conseille à tous les parents, vous avez un enfant, fille ou garçon, quel qu'il soit, arrivé à un certain âge, faites un dépistage chez un ophtalmo. Ça ne vous coûtera rien. 2 ans, faites-lui un dépistage. À l'âge de 3 ans, refaites un dépistage. À l'âge de 4 ans, refaites. Et puis arrêtez-vous, il n'y a pas de souci. J'aurais aimé, par exemple, que sur le carnet de santé, qu'on mette l'aspect sur en ce qui concerne les santé visuelles. Je vous assure que que c'est un problème réel qui existe dans cette société. C'est vrai. Bon, on n'est pas que nous, c'est un phénomène qui est mondial en ce moment. Bien sûr. Mais quand c'est pris en charge dès le début, quand on fait attention à ce type de problème, on finit vraiment par plus ou moins régler et plus ou moins gagner surtout. Gagner, bien sûr. Une santé visuelle importante, ça sera l'avenir bien sûr de cet enfant qui pourra être plus indépendant et de pouvoir se mouvoir. On va revenir aussi à cette journée. Je sais que vous allez repartir dans un moment, vous êtes très occupés. Beaucoup de monde sera présent donc en marge des médecins, donc les enfants, les associations. Il y aura les associations, c'est normal, il y aura les enfants de la Casbah, mais
on veut que ça ne concerne pas que les enfants de la Casbah. Oui. Même les enfants des alentours, ils seront les bienvenus aussi. Et donc, on essaiera, comme il a dit M. Slim, de faire passer le plus d'enfants possible pour le dépistage. On essaie de les faire amuser un petit peu. Oui. Voilà. Et de faire des animations. Il y aura des on a innové aussi sur l'animation. Voilà. On a vraiment innové. Les clowns, donc on a un petit peu sur un autre niveau. On aura des personnages. Donc des filles habillées en haïk, des jeunes hommes habillés en tchangaï, en tenue traditionnelle. Il y aura une tenue du Dey qui va circuler. Et il n'y aura pas une tenue de Dey, il ne faut pas le... faut pas le dire. Non, il a changé d'avis. Je connais le programme. D'accord. Il a changé d'avis, Mala. Alors on va le laisser donner le programme peut-être. Allez-y. Il n'y aura pas de tenue de Dey, il y aura des gens avec le haïk et tout ça. Bon, le Dey, c'est un autre volet. Donc on essaie d'être dans la Casbah, on essaie de faire comme les gens de la Casbah, ce que nos parents portaient. Parce que tout le monde n'a pas porté le truc de Dey. C'est vrai. Tu vois, voilà. Donc on essaie d'être dans la population, dans le populaire et dans le chabi. Voilà. Donc il y aura le haïk et voilà, et quelques habits des gens de la Casbah. Voilà, qui vont parler avec les enfants, voilà, et qui vont faire des photos avec, et voilà, et qui vont raconter des anecdotes, et qui vont raconter ce qui s'est passé pendant la Révolution. Et voilà, et tout... Alors, ce que je comprends, c'est que vous êtes un vrai défenseur de notre patrimoine profond, pour ce qui est de la Casbah, puisque vous êtes un natif de la Casbah. Voilà, vous aimez tout ce qui est authentique, réel. L'authenticité. Voilà, le chabi. Parce que quand on parle du Dey et du Dey, c'est turc, on reste dans l'algérianité, c'est mieux. Voilà, j'aimerais bien qu'on valorise notre algérianité, notre personnalité, nos traditions à nous, pas les traditions qui nous ont été exportées. Voilà. D'accord. Et parler un petit peu aussi donc, de ce qui reste avec la musique chabi et l'authenticité de cette musique. Parce qu'on a tendance à nous dévaloriser. On a dit, les Turcs, ils ont venus nous faire... Ils perdent nos valeurs. Voilà, ils perdent nos valeurs. Les Turcs, quand ils sont venus, ils ont trouvé des Algériens, une Médina d'Alger. Ils n'ont pas construit la Médina d'Alger. Ils ont trouvé la Médina d'Alger. La Médina d'Alger, elle a été faite par des Algériens, par des mains algériens, par des architectes algériens. La Casbah a été faite par des Algériens. Tout à fait. Donc, on va continuer, en terminer par exemple avec surtout la musique qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Et le 3 juillet, c'est très symbolique pour nous, les gens de la Casbah, parce que c'est pour la première fois notre maître du chabi et le concepteur du chabi a chanté pour la première fois, pas dans un opéra ou dans un cinéma. Il a chanté la fameuse chanson Alhamdoulilah ma bqash istamar fi bladna dans son quartier, dans les bras de la Casbah, avec les gens de la Casbah. Voilà, c'était pour la première fois, c'était inédit. Et donc symboliquement, vous allez donc revenir sur cette chanson. Voilà. Très bien. Elle va être diffusée par... Parfait. Eh bien, merci beaucoup. On vous laisse repartir. Vous avez un programme très chargé. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est nous qui vous remercions. Voilà, on vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci, c'est gentil. Bon courage pour tout ce que vous faites avec les enfants. Et puis, j'espère que ça sera une belle journée pour vous. Inch'Allah. Vous aurez donc à soigner des enfants qui seront là pour justement être le plaisir et surtout avoir une bonne santé visuelle. Inch'Allah. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va suivre tout de suite un reportage signé Lami Ahmed Bouda, notre journaliste, qui s'est intéressé à cette belle exposition au niveau du musée Bardot, Mémoire en pierre, un art d'un autre temps. On se retrouve juste après. Elle ne parle pas, mais elle raconte. Ces pierres millénaires conservent les traces d'un monde disparu. Gravées ou peintes il y a plus de 10 000 ans, elles sont les témoins silencieux des premiers récits de l'humanité. Intitulée « L'art rupestre, un art d'un autre temps », l'exposition met en valeur une collection exceptionnelle de peintures et gravures datant de la préhistoire et provenant du Tassili Nadjer et de l'Atlas saharien. Ce qu'on voulait mettre, c'est cette mémoire en pierre, ces milliers de peintures et de gravures, ces dizaines, ou je dirais plus, de centaines de stations rupestres. L'Algérie, dans cette Afrique, de ce continent africain qui a donné naissance
plus anciennes traces de l'existence de l'humanité sur Terre, ce continent africain aussi détient ce record de la présence de dizaines de stations, de sites rupestres inscrits dans le patrimoine mondial par l'UNESCO. La rupestre en Algérie, avec son Tassili, patrimoine, le premier site de l'art rupestre classé dans le continent africain par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, avec ses sites célèbres, ses phares, Tamajart, avec, sans oublier le char de Tamajart qui est exposé au public aujourd'hui. Vous avez Eheren, Ehrir, ce sont des centaines de stations rupestres qui racontent une histoire de l'homme, une histoire de nos ancêtres, une histoire de ces gens qui sillonnaient ce grand Sahara, pendant 10, 12 000 ans. L'exposition plonge le visiteur dans un voyage fascinant à travers le temps en mettant en scène ces témoins muets du passé. Et au-delà de leur valeur artistique et autant que vestiges archéologiques, elle nous offre de précieux indices sur le mode de vie, la structure sociale, les croyances, rites et rituels de leurs créateurs. Un langage visuel des plus anciennes populations de l'Afrique. Nous avons choisi cette journée de l'Afrique pour célébrer la journée, donc mettre en évidence cette expression humaine, cet art d'un autre temps, expression, je voulais dire expression parce que l'homme nous a laissé, nous a légué sur la pierre des traces de sa vie quotidienne, de sa culture, de ses croyances, de son environnement. Tout y est. On a choisi le livre. D'ailleurs, le visiteur, quand il va venir au musée, il va découvrir un livre aussi de notre temps, un livre numérisé, un livre numérique, donc d'un geste de la main, il peut tourner les pages. Répliques, livres tactiles, revues, documentaires, documentation, dessins calqués sur les fresques du Tassili, autant d'éléments qui composent cette exposition. Petits et grands sont invités à venir découvrir ces messages venus de la nuit des temps dans une mise en scène à la fois pédagogique et sensible. Une occasion de se rapprocher de plus près de ce patrimoine et de cette collection exceptionnelle, à ne rater sous aucun prétexte. Une belle exposition à découvrir, encore une fois, au niveau du musée Bardot, un musée qui accueille beaucoup de touristes durant toute l'année. Allez-y, c'est le moment d'aller découvrir cette belle exposition. Nous allons parler d'une autre application, une application intelligente avec notre invité. Il s'agit de Roslan Badji. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Selmek, une nouvelle application qui vient voir le jour ici en Algérie. C'est assez nouveau, c'est assez aussi innovant, on va dire, parce que dans notre mode de consommation, on l'a jamais vu aussi. On le voit à l'étranger, beaucoup. Mais vous allez nous expliquer tout cela. On a vu juste avant avec l'application de Moustafid, là encore une fois, c'est toujours pour protéger notre environnement, là encore une fois pour éviter les déchets alimentaires. Alors, exactement. Cool, en fait, c'est une application pensée par 3 Algériens, oui, pour les Algériens. On a pensé cette application quand on a remarqué un énorme problème, c'est les déchets et les invendus qui sont jetés à la fin de la journée. Dommage. Et en Algérie, par exemple, il y a plus de 4 milliards de tonnes de nourriture jetée par an. C'est énorme. Pendant le ramadan, à Alger, il y a 10 tonnes de baguettes de pain qui sont jetées. C'est dommage. Oui. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas mettre en relation les consommateurs et les commerçants via une application qui leur permet de vendre leurs invendus à prix réduit. Voilà, en fin de journée? En fin de journée, au milieu de la journée? Ça peut être en fin de journée, ça peut être en début de journée pour liquider le stock avant de commencer la journée. C'est ça. C'est pas trop dans nos mœurs, nos habitudes, mais vous êtes en train d'y travailler avec deux de vos camarades, 2 amis, qui sont un est à Alger, à Oran et un autre qui est à Paris.
Ouais. Exactement. Donc, et vous travaillez comme ça. Vous avez fait des études de commerce international, c'est ça? Oui. Et vous avez voulu justement lancer cette application. Exactement. On s'est dit, il y a un énorme problème. Et au lieu d'attendre que les Européens viennent ramener l'application en Algérie, on s'est dit, pourquoi pas le faire nous? D'accord. Et on l'a fait. Là, l'application, elle est sortie au mois de février. Pour l'instant, on a plus de 5000 téléchargements. Très bien. Plus de 5000 utilisateurs. Quelques commerçants qui, des fois, jouent le jeu, d'autres... un peu moins qui ont du mal à l'adapter pour l'instant. D'accord. C'est pas la même culture. C'est pas la même culture. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de les convaincre? Le fait que pour l'instant c'est gratuit, on ne prend pas de commission. D'accord. C'est totalement gratuit pour eux et ils ont tout à gagner. C'est qu'au lieu de jeter la nourriture et d'avoir des pertes sèches, ils peuvent gagner une petite marge. Et des fois même s'ils n'en ont pas besoin, ça fait du bien pour leur image de marque. Tout à fait, tout à fait. Alors la démarche a été difficile au tout début quand vous avez décidé de lancer cette idée? Oui, c'était difficile, mais on a eu pas mal d'obstacles, des obstacles administratifs, d'autres obstacles de compréhension, c'est-à-dire les gens ne comprenaient pas peut-être? Oui, ouais. Mais ça on y travaille. On n'a pas encore franchi tous les obstacles, mais on y arrivera, je pense. Et l'idée, quand l'idée a germé chez vous et dites, voilà, je vais faire cette application et la lancer en Algérie, ça a été comme ça, du jour au lendemain? Ça n'a pas été du jour au lendemain, on en a parlé. Mûrement? On en a parlé mûrement, on a analysé d'autres alternatives dans le monde, parce que ça n'existe pas qu'en Europe, ça existe partout, en Asie, en Amérique du Sud. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas le faire? Et surtout que c'est la première en Afrique, il n'y a aucun pays africain qui a ce genre d'application. Vous avez prospecté le marché? Très bien. Et vous avez dit, pourquoi pas l'appliquer ici en Algérie? Et être les leaders. Être le leader, Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, pour ça, il faut vraiment travailler. Donc, vous allez sur le terrain. Comment vous faites réellement? Exactement, je vais sur le terrain. Oui. Des fois, je passe des journées. Et en sachant qu'Alger, c'est immense, il y a pas mal de circulation. Vous avez commencé par Alger, déjà? J'ai commencé par Alger, avec 3 zones de chalandise, Alger Centre, Charaga et Hedara. Et j'y vais, je vais voir le commerçant, je lui présente l'application le plus simplement possible et je lui présente ce qu'il a gagné. D'accord. Ils sont réceptifs? Certains sont réceptifs, d'autres un peu moins. D'accord. Ils ont peur, vous me disiez, ils ont peur pour leur image de marque, carrément. Certains préfèrent jeter que de vendre à prix réduit. Il y en a qui ont une certaine clientèle, ils ne veulent pas d'une nouvelle clientèle qui est là juste pour faire de bonnes affaires. Et sinon, c'est un problème de culture, parce qu'en Algérie, le e-commerce s'est développé ces dernières années et les Algériens ont l'habitude avec la livraison. Mais ils n'ont pas encore l'habitude avec les points retrait. D'accord. Le fait d'aller récupérer soi-même sa commande ou sa nourriture, c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Pourquoi nouveau? Parce que c'est dégradant de pouvoir acheter moins cher ou... Non, juste le fait de faire l'effort, d'aller se déplacer. D'accord. C'est pas encore quelque chose qui est inclus dans les mœurs. D'accord. Donc ça aussi, c'est une peut-être problématique à essayer de résoudre, peut-être? Oui, là on travaille dessus pour voir comment on peut collaborer avec des sociétés de transport pour livrer la nourriture. Carrément, hein? Carrément. C'est toute une autre optique à voir. Il y a toute une logistique derrière. D'accord, très bien. Au début, on s'est dit, ouais, ça va être simple, on va juste livrer une application, le commerçant va la télécharger, le consommateur va la télécharger, mais au final, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Beaucoup de facteurs. Et malheureusement, ce n'est pas tous les produits qui peuvent être sauvés. Ça, par exemple... Ils sont périssables rapidement, par exemple? Je prends l'exemple des pizzas ou des crêpes. Oui. Si la pizza ou la crêpe n'est pas consommée dans l'heure qui suit, elle n'est plus du tout consommée. C'est sûr, surtout en plein été. Exactement. Voilà. Vu qu'il y a des facteurs de conservation, on ne peut pas se permettre de vendre... Ça, c'est l'image donc, de votre application Cool, c'est ça? Exactement. Pour l'instant, on a 3 paniers. Un panier à 500 dinars, à 750 et à 1000 dinars. Et dans chaque panier, il y a plus ou moins 60% de réduction. Très bien. À 58,33%. Et là, on travaille sur 2 autres nouveaux paniers qui, je pense, seront beaucoup plus abordables aux Algériens. Un panier à 100 dinars. D'accord. Et un autre à 200 dinars. Il y a quoi dedans? C'est surprise. Surprise. En fait, pourquoi on a choisi ça? Parce que le commerçant, il ne sait pas ce qu'il ne vend pas.
Parce que s'il fait ce qu'il ne vend pas, il ne le vendrait pas tout. Alors, commerçants, il y a plusieurs commerçants. Alors, les pâtissiers, les boulangers et les grandes supérettes, c'est cela? Les hôtels aussi. Les hôtels. Les buffets. C'est vrai. Il y a certains pays dans le monde qui ont des lounges d'aéroport. Oui. Où des compagnies aériennes travaillent avec des applications pour vendre leurs invendus. Très bien. C'est vrai. Là, on y travaille avec certains hôtels, mais c'est tout ce qui touche à la nourriture. D'accord. Pour éviter, bien sûr, le gaspillage alimentaire, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le monde entier et particulièrement donc peut-être chez nous aussi, puisque on était habitué à donner peut-être les invendus. Aujourd'hui, carrément, on les jette. C'est ça. C'est d'ailleurs une des objections que pas mal de commerçants me sortent. C'est non, nous, on préfère limite donner à nos employés. D'accord, d'accord. Et j'en parlais justement avec un étudiant qui, lui, travaille dans une pâtisserie et m'avait expliqué, ok, moi je suis coach sportif aussi à côté, mais je ne peux pas me permettre de manger toujours des pâtisseries quand on me donne ça. Du coup, je me retrouve des fois à les jeter. Oui, oui. Voilà, pour éviter justement cette finalité, essayer de trouver des solutions intelligentes pour pouvoir, encore une fois, satisfaire tout le monde. Satisfaire le commerçant, le consommateur et être bénéficiaire, on va dire. C'est cela. Exactement. Donc l'application se porte tout doucement en ce moment. Ah, c'est plutôt timide. C'est plutôt timide, mais j'espère qu'elle va aller crescendo. On y travaille pour. Avec bien sûr vos collaborateurs, que vous êtes au nombre de 3. Et sinon, c'est suffisant ou vous allez participer avec d'autres personnes pour brasser assez large? Justement, là, on travaille à recruter d'autres commerciaux. Parce que, comme je vous ai dit, Alger, c'est immense. Oui. Il n'y a pas que Alger en Algérie. Et puis, vous ne pouvez pas tout faire aussi. Dans une application, quand vous la lancez, il y a donc le responsable d'application et bien sûr toutes les personnes qui gravitent autour pour pouvoir optimiser votre travail. Il y a la dev qui, elle, travaille dur derrière l'application. Il y a les données. Mon associé à Paris qui, lui, les analyse quotidiennement pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Très bien. Et il y a pas mal d'aspects liés à l'application. La communication, tout ce qui est commercial. D'accord. En tout cas, pour lancer l'application anti, bien sûr, gaspillage et pour rester, bien sûr, dans les normes, on n'a jamais aimé le gaspillage. En général, on fait tout pour essayer de trouver des solutions, que ce soit au niveau des ménages, que ce soit au niveau donc, des entreprises, etc. Donc, vous m'avez parlé des hôtels. C'est vrai que c'est aussi une manne aussi très importante pour pouvoir récupérer tous ces invendus, enfin, toute la nourriture qui n'est pas consommée, qui va être normalement jetée. Et ça serait dommage. À l'étranger, je sais que les grands groupes hôteliers ont des normes très strictes. Mais je travaille sur le fait que les Algériens puissent adopter cette mesure et se différencier des autres groupes. D'accord. En se disant, voilà, nous on lutte contre le gaspillage alimentaire et ça fait partie de nos traditions et ça... Pourquoi pas? Alors, vous m'avez parlé des lois. C'est vrai qu'en matière de loi, c'est encore pas encore réglementé? Dans pas mal d'autres pays dans le monde, il y a des lois très strictes par rapport aux invendus. Gaspillage des invendus par rapport aux invendus. Certains commerces n'ont pas le droit de vendre ou d'étaler leurs produits s'ils n'ont pas été vendus dans la même journée. D'accord. On n'a pas le droit de les remettre au lendemain, c'est cela? Ça serait dangereux pour la santé? Ça serait dangereux pour la santé. En Algérie, il n'y a pas encore ce genre de loi. On y travaille pour, mais voilà. Très bien. En tout cas, j'espère que ça va venir bientôt. On rappelle l'application et surtout le challenge que vous avez mené, que vous êtes en train de mener. C'est donc l'application Cool Cool qui existe depuis le mois de février. C'est ça. Vous l'avez lancée, fier de l'avoir lancée aussi, parce que vous disiez que c'est la seule au niveau donc, de l'Afrique. Une première. J'espère que vous serez leader. On l'espère, on croise les doigts, on y travaille. Inch'Allah. Et puis en tout cas, pourquoi pas lancer cette belle application et pouvoir en bénéficier, habituer les Algériens à pouvoir aussi l'utiliser et être responsable de manière écologique et surtout pour éviter bien sûr le gaspillage. Au lieu donc pouvoir donner, si vous ne pouvez pas donner, pouvoir encore une fois la vendre à moindre prix. Un dernier mot ? Le but, c'est de travailler sur ça et d'ici un an, l'équipe de Canal Algérie, par exemple à la pause déj, prenne son repas